Mesdames et messieurs, amis sportifs, c'est un très grand bonheur de vous retrouver dans le cadre de votre émission Club des sportifs qui va devoir parler d'un sujet intéressant avec un analyste sportif. Il s'agit de Willy Kabea. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs à votre émission. Bonjour Willy Kabea. Bonjour Gédéon Atibou, merci de votre invitation. Bonjour à tous ceux qui vont nous suivre de partout dans le monde au cours de cette tranche d'émission. Oui, Club des sportifs, c'est parti pour 30 minutes d'analyse, décryptage avec des données qui sont sur notre table. On parle du développement des sports en général en République du Congo depuis peut-être une certaine année. Et est-ce la RDC est-elle à la traîne? Vraiment à la traîne depuis de longues années. Si vous regardez d'autres nations par rapport à nous, la plupart des nations ont même des infrastructures adéquates pour la pratique du sport. Nous sommes même sur ce point-là, nous sommes encore à la traîne. Si même pour jouer un match international, on n'a plus de stade homologué, à part les seuls stades privés que nous avons, le stade de Mazembe. Donc pour dire que chez nous, tout est encore à refaire. Nous avons été longtemps dans la distraction parce que là où il n'y avait pas assez de rigueur, là où il n'y a pas assez de sérieux. Il suffit de voir les résultats des grandes compétitions internationales. Le dernier sacre de la RDC à la CAN date de 1974. Depuis lors, parce qu'on en parle. Regardez en athlétisme. Le seul médaille d'or en Afrique que nous avons, c'est celui de Gary Kikaya. Depuis lors, rien d'autre. Personne ne s'en occupe. Le basketball, depuis la génération des tourbillons, depuis lors, c'est vraiment la mort dans l'âme. Il y a quand même le sacre de léopard congolais lors de la compétition Afro-CAN. Oui, mais là, c'était à mettre aussi en valeur. Oui, c'est ça. Moi, j'appelle ça des résultats trompe-l'œil. Ce sont des résultats qui ne disent pas la vérité de notre sport. Parce que ce sont des résultats sporadiques. Quand vous les avez, il n'y a pas de continuité. Parce que les autres nations ont travaillé dans la profondeur pour la durée. Vous trouverez que certaines nations ont des athlètes dans tous les domaines. Quand vous avez des Marie-Josée Ifoku en athlétisme en Côte d'Ivoire, dites-nous quel est l'athlète que nous avons en RDC, notre référence. Ils ont José Ifoku, ils ont Talou, qui font leur fierté en athlétisme. Vous sentez que ce sont des personnes qui ont travaillé dans la durée. Ici chez nous, est-ce qu'il y a même des cadres pour pratiquer le sport? Il n'y a même pas d'espace vert. Pendant que les autres nations ont travaillé sur ça, former la jeunesse. Nous voulons nous satisfaire des résultats des autres. Autrefois, quand Mazembe faisait de bons résultats sur le continent africain, on se frottait les mains. Mais aujourd'hui, que Mazembe s'est écroulé, qu'est-ce qu'on va encore dire? C'est encore plus rien. C'est encore plus rien. Je ne sais pas. Avec cette allure, il faudrait attendre combien d'années pour avoir un résultat satisfaisant en compétition africaine, en football par exemple. Alors, qu'est-ce que vous appelez développement ou bien qu'est-ce que vous entendez par développement des sports en général en République du Congo? Les cas par exemple avec le football, il y a quand même de résultats enregistrés au cours de ces 5 au cours de la décennie, des 5-10 dernières années. Vous parlez peut-être la 3e place de la médaille en bronze de l'OPAR en 2015. En 2015. Vous avez le CHAN 2016 et aussi les performances de certains clubs au niveau des compétitions africaines. Ces résultats ne suffisent pas pour dire voilà, la RDC s'est portée bien en termes de palmarès sur le continent, ou s'il s'agit du trompe-l'œil comme tu viens de le dire tantôt? Oui, je parle ici, ce sont des résultats trompe-l'œil. Vous regardez, pour que nous puissions parler, de développement du sport, il faudrait d'abord qu'il y ait des structures bien assises. C'est ce qui nous manque chez nous. Vous avez des fédérations. Vous voulez dire ici que les résultats sont la résultante de l'organisation. Oui. Des structures d'abord sportives. Oui. On doit d'abord structurer d'abord même les fédérations. Jusqu'à nous avons des fédérations qui ne sont que des ASBL.
Nous connaissons, quand il s'agit des ASBL, c'est un regroupement de gens qui se sont mis ensemble là. Donc, ils n'ont pas de grands objectifs à se fixer. La fédération de football, ASBL, fédération de basketball, ASBL, fédération ASBL. Déjà, sur ce point-là, on a des difficultés. Il faudrait qu'il y ait des lois et des textes aussi qui régissent le football, qui permettent à ce que le football soit, pas seulement le football, le sport, soit un business. Qu'on enlève cette idée-là que ce sont des ASBL où il n'y a pas de lucre. Non, il y a de lucre. Actuellement, les sports, il y a de lucre. Mais les sponsoring, on vit du sport. Mais qui va sponsoriser un ASBL? Que le sponsoring n'est pas une tradition en République du Congo. Mais c'est ça, qui va sponsoriser? Qui viendra sponsoriser une ASBL de X ou de Y? Un club d'amis? Investir des fonds? Non, ce sera normal. Ce sera normal. Et même l'État qui a donné des délégations de pouvoir à ces ASBL-là, il n'y a pas suivi. Il n'y a pas suivi. Quand on devient ministre, on cherche à voir là où il y a l'argent qui est décaissé et on s'y accroche et c'est fini. Pour s'attirer des sponsoring ou encore des sponsors, il faut commencer par être très sérieux, par organiser les structures, les mettre en place, des structures fortes qui vont attirer les sponsors qui peuvent venir. Parce qu'un sponsor ne vient pas pour perdre son argent dans les sports. Non. Nous, ici, on a la philosophie d'un sponsor viendra pour investir son argent et puis ne rien attendre. Non. Un sponsor doit gagner quelque chose. Qu'est-ce qu'il gagne de tout ce qu'il va apporter à notre sport? Qu'est-ce qu'il va gagner lui? Donc un homme d'affaires va investir des millions dans le football, dans le basketball où il ne gagne rien? Non. Ça, il faudrait trop rêver. Nous rentrons encore trop là en arrière, alors que les autres nations ont déjà pensé à cela. Il y a des infrastructures qui nous manquent. Je l'ai dit tout à l'heure là. Espérons qu'avec le jeu de la francophonie, on peut avoir ne serait-ce que des gymnases. Voilà, ça pourrait quand même aider. Mais jusqu'à ce jour, nous pratiquons le basket où? Nous pratiquons le... Allez voir là. Hein? On pratique le basket sur du béton. Sur du béton. Et où? À découvert. Même chose avec le volley. Ce sont des sports de salle actuellement. Dans ces conditions-là, vous pouvez dire que même s'il y a des bons résultats, vous dites que nous sommes dans les bons. Non, nous ne sommes pas dans les bons. C'est cela que j'appelle ça trompe-l'œil. Et ça nous aveugle. Ça ne nous permet pas de pouvoir penser plus loin, regarder en avant. Alors, qu'est-ce qui nous cloue davantage en présentant le tableau de l'évolution de sport en République du Congo? Qu'est-ce qui nous cloue davantage? Est-ce le savoir-faire de personnes capables de relever ces secteurs ou du talent qui manque, le manque criant des talents? Non, les talents, il y en a. Mais il faut bien les encadrer. Il faut bien les encadrer. D'où on a besoin des hommes. On a besoin des hommes. On a besoin de l'État qui s'assume. Parce que si l'État doit mettre à la disposition des ASBL qui sont des fédérations des moyens pour fonctionner, c'est que l'État doit s'assumer en contrôlant ces ASBL-là. En voyant ce qu'ils font. Parce qu'on ne peut pas venir donner... On vous dit les sports, c'est apolitique. Mais oui, je n'ai pas dit... Non, je n'ai pas dit que les sports doivent être politiques. Comment l'État aura le contrôle sur ces fédérations que vous voyez comme des ASBL? Mais vous savez, aujourd'hui, je vais donner un exemple. Quand l'équipe nationale de n'importe quelle fédération se déplace, qui finance? C'est l'État congolais. Si l'État doit financer les équipes nationales, pourquoi on doit l'empêcher d'avoir un regardant sur ce qui se passe? Qui donne les autorisations de fonctionnement à ces fédérations? N'est-ce pas l'État? Mais comment on peut empêcher à l'État qui vous donne des délégations de pouvoir? Vous agissez au nom de l'État. Ou alors, que l'État s'assume en disant, non, je ne m'occupe pas de ça, mais que vous soyez indépendant. À Tibou, l'équipe de France, pour jouer au football, n'attend pas le financement du gouvernement français. La fédération française, elle est bien organisée pour le faire. À nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons que l'État donne, et après on ne veut pas que l'État vienne contrôler. Mais non, ce serait une aberration. On veut une chose et son contraire. Ou on ne veut pas que l'État vienne. Alors, on s'assume, on met tous les moyens conséquents pour évoluer.
il y a déjà l'État qui a failli déjà à ce niveau-là. Parce qu'il y a un ministère du sport qui doit vérifier la pratique du sport en RDC. Comment ça se fait? La pratique harmonieuse Oui. de tous les sports. Vous avez, quand on vous présente le programme du gouvernement pour être investi, quel a été le programme du gouvernement, de tout le gouvernement qui passe dans le domaine du sport? Pas grand-chose. Alors le sport, c'est un parent pauvre. Un parent pauvre. Un parent pauvre. C'est là où j'accuse C'est les derniers ministères à être décidés. Voilà, lorsqu'au regard de votre poids politique, on dit voilà, on va donner les ministères des sports à qui? Voilà. On donne à qui? On le confie à quelqu'un. Voilà. C'est juste parce qu'on veut, combler le vide dans la structure. Mais en réalité, on ne s'en occupe pas. Dites-moi quel conseil des ministres vous avez suivi les dossiers sport au conseil des ministres. Donc, il faut qu'il y ait un problème pour que le conseil des ministres puisse parler en passant du volet sport. C'est déjà là. L'État lui-même déjà est démissionnaire. Le championnat ne se joue pas en RDC en football. 4 mois déjà à Tibou. Depuis bientôt 5 mois même. Depuis que le championnat a arrêté. Personne n'a dit mot. Alors, par le passé, le championnat, la Ligue nationale de football, le championnat national était classé parmi le meilleur championnat sur le continent. Et qu'est-ce que justifiait ces classements au niveau africain? Est-ce la compétitivité des clubs? Est-ce le goût ou encore le niveau technique du championnat, ou c'était justifié par les performances de Mazembe Vita Club ou d'un Klimoto Pembe en compétition? Évidemment, c'est ça la raison. C'est ça la raison. Vous avez donné la réponse à votre question. C'est plutôt les performances de Mazembe, de Vita sur l'échiquier africain qui justifiaient ces classements-là. Le championnat ne le justifiait pas en partie? Non. Quand vous avez de la concurrence, vous avez un championnat qui s'affrontent pour les titres. Pas les meilleurs clubs à Tibou. Au Congo, nous savons quand le championnat commence, on ne sait pas quand il s'arrête. Ça, c'est déjà un fait. De toutes les éditions de la Ligue Foot, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. C'est déjà ça. Un championnat qui est mal organisé, on peut le qualifier parmi les meilleurs. Sur base de quoi? Non. Déjà, sur le plan organisationnel, on n'était pas dans le bon. On n'était pas dans le bon. Alors, deuxièmement, quand on classe un championnat, meilleur championnat, on doit partir de quels critères? On doit partir sur le plan organisationnel, la régularité du championnat, 2 matchs. Aujourd'hui, même quand le championnat est arrêté là, il y a des équipes qui ont joué plus de matchs que d'autres. Il y en a qui sont déjà à 13 matchs. Il y en a qui sont à 8 matchs. Il y en a qui étaient à 6 matchs. Dans un championnat sérieux, ça ne pouvait pas arriver. Déjà, même sur le plan organisation du championnat, ça pose déjà problème. Il faut déjà qu'il y ait là la régularité du championnat. C'est-à-dire un championnat où vous savez quand ça commence, on n'a pas de report de match intempestif. Non. Une équipe s'élève et dit non, moi je ne joue pas. J'ai mon match, que je prépare un match du championnat d'Afrique dans 2 semaines, je ne vais pas jouer pendant ce temps ici. Non. Vous l'avez vu où? Ici à côté en Tanzanie, Simba FC joue la Ligue des Champions, en même temps il joue le championnat africain, championnat national. Ce n'est pas le cas chez nous depuis toujours. Il y a les équipes décidées quand est-ce qu'elles vont jouer, quand est-ce qu'elles ne vont pas jouer. Et maintenant, comment on s'est contenté des résultats de Mazembe, des résultats de Vita, sur le chiquier africain, Mazembe qui était quand même régulier dans le dernier carré presque, et on voit que non, comme il sort d'un championnat de la RDC, donc c'est que le championnat est parmi les bons championnats. Mais non. Vous martelez beaucoup plus sur la politique sportive qui doit être démise pour permettre au sport congolais de retomber sur ses jambes datant et évoluer. Alors, cette politique sportive devra-t-elle être définie par qui et qui? Est-ce par la fédération, par les ministères des sports, ou par le concours de tout le monde, gouvernement, fédération et le mouvement sportif? Non. Moi, je sais que les fédérations agissent au nom et pour le compte de l'État. C'est à l'État de définir la politique sportive. C'est pour ça qu'il y a un gouvernement comme ça. Il y a même une direction de pratique des sports au ministère des Sports qui doit suivre cela.
Et si c'est le gouvernement qui définit la politique sportive, alors dans ce cas, Quand vous venez, une quel fédération, est le rôle d'une fédération, par exemple? la fédération, c'est un organe technique. En tant qu'organe technique, il voit maintenant c'est que la politique du gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement, comment le gouvernement veut que le sport soit pratiqué dans son pays. Et la fédération amène son expertise, sa technicité pour l'exécution de cette politique-là. C'est ça. Ça devait être comme ça. Mais si c'est la fédération qui doit elle-même concevoir et la politique, concevoir et la technicité, donc, donc elle vit en dehors du Congo ou en dehors du pays. Aujourd'hui, par exemple, nous devions nous dire quelles sont les disciplines qui sont le plus pratiquées en RDC. J'imagine qu'il y a des ministres qui sont passés au ministère des Sports qui ne connaissent même pas quels sont les nombres de disciplines sportives que nous avons dans notre pays. Il y en a. Alors, cette politique sportive, c'est vrai, certes, elle est mise à mal. Cette politique sportive, selon vous, ne souffre-t-elle pas parce qu'elle manque l'accompagnement et n'est pas accompagnée d'une certaine bourse sportive? Mais justement, parce que quand on conçoit une politique, on met des mesures d'encadrement. Et c'est ça la loi. C'est là où j'ai dit que l'État est démissionnaire. L'État n'a pas défini des principes fondamentaux sur lesquels les sports doivent être pratiqués en RDC ou sur lesquels doit reposer le sport. L'État n'a pas encore défini cela. Si l'État arrivait à définir cela et imposer les résultats à ces fédérations-là, et nous aurons des résultats, les fédérations qui vont réaliser des performances. L'État n'allait pas oublier qu'il y a un championnat d'Afrique de volleyball et que la RDC est inscrite. Non. Mais puisque l'État est démissionnaire dans ce domaine-là, attend que la fédération vienne lui dire que nous allons participer aux éliminatoires de l'Afro-CAN de basket. Il nous faut des moyens. Et l'État dit, je n'ai pas de moyens, battez-vous seul. C'est ça. Or, s'ils travaillent déjà ensemble, l'État définit la politique, je veux ça, je mets à votre disposition ceci. Maintenant, vous devez m'amener ça. Réfléchissons-y un peu. S'il arrivait par un heureux hasard que le gouvernement congolais, l'État congolais dispose d'une loi pouvant lui donner, ou pouvant matérialiser cette politique sportive qui manque de manière criante à la République du Congo, et on a maintenant un cadre juridique pouvant maintenant plaider la cause ou encore la cause du sport en général. Et à partir de ces moments-là, que devra faire l'État congolais pour convaincre ou pour ramener encore la question des sponsoring sur la table? On peut bien organiser les choses quant à la loi, mais le fond ou encore le sponsoring, ce sera aussi l'un de gros morceaux auxquels il faudra faire face. Bon, moi, je pense que le sponsor vient quand il trouve son intérêt. Et comment susciter l'intérêt, créer l'intérêt auprès des sponsors? Oui, déjà, commencer par être sérieux nous-mêmes, l'État d'abord, sur le plan structurel et organisationnel, que l'État commence par se mettre lui-même en ordre, avec ce qu'il veut. C'est alors qu'il va ouvrir des brèches, créer des facilitations, par exemple, pour certaines entreprises qui veulent devenir des sponsors. Mais aussi, vous savez, hein, si les fédérations qui étaient des ASBL devenaient elles-mêmes des entreprises, elles allaient générer des recettes dans le sport elles-mêmes. Mais on semble nous dire que les fédérations sont des ASBL. Je prends l'exemple de la fédération de football. La FECOFA. Oui. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'argent qui entre à la FECOFA? Qui peuvent suffire pour financer ne serait-ce que les centres de formation, Koura Rampova, le rendre opérationnel, abandonné à lui-même. Même le football féminin, on ne peut pas le financer avec ça. Non. Mais cet argent qui arrive, qu'est-ce qu'on en fait? Comme ce sont des ASBL, bon, on a vu ce bord, on a vu ce tokabolatoria. Dans cette logique-là, l'État est démissionnaire. Et il y a la FIFA qui donne des subventions à certaines fédérations. Par exemple, quand il faut promouvoir le football féminin. Le football féminin, oui. La FIFA l'a fait à un certain moment. Et comment ces fonds-là ont-ils été
encadrer ou encore... C'est là où on ne veut pas, où utiliser. les gens de la fédération, par exemple à la FECOFA, on ne veut pas toucher. Là, il ne s'agit pas de la responsabilité du gouvernement, là, il s'agit de là, c'est la sainteté, là, c'est le lieu, là, c'est le point très sain qu'il ne faut pas toucher à la fédération. Ne touchez pas ça. Ne touchez pas celle-là. C'est ce qu'ils ne veulent pas. C'est pourquoi j'ai dit, si l'État en amont avait déjà agi en établissant des lois qui lui permettent d'avoir le contrôle de ces fédérations-là, il saurait comment sont canalisés ces fonds-là. Tout récemment, les droits télé, ils ont failli se le partager. C'est la FIFA qui a crié. Ah, attention, on veut détourner. Les millions qui arrivent, on veut se le partager. Mettre chacun dans sa poche. Donc, vous voyez, déjà, de cette façon-là, le sport ne va pas émerger. Quand vous allez participer à une compétition, vous devez savoir pourquoi vous y allez. Jusqu'à ce jour, nous partons dans des compétitions pour participer. Comme disait Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer, non de gagner. Voilà. Vous avez une nation comme la RDC qui va à la CAN pas pour la gagner. On est là par figuration. Par figuration. Vous allez à l'Afro-Basket, pas pour figurer parmi les meilleurs, mais on vous dit si on passe le premier tour, c'est déjà bon. Alors ça plombe le développement de notre sport. On ne peut pas évoluer. Et maintenant, dans un pays sérieux, comment vous, en tant qu'analyste, avec votre œil d'analyste, comment vous expliquez les guéguerres qu'il y a toujours eu entre les ministères des sports et les fédérations? Principalement la fédération de football. Principalement la fédération de football. Comment on peut concevoir une telle guerre entre le ministère des Sports et la fédération, et quelle pourrait être la source du problème ou le nœud du problème? Le nœud du problème, c'est d'abord le lucre, l'argent. Surtout quand il y a des sorties d'émissions officielles. Donc quand il y a lucre, on constate qu'il y a un vide. Oui. Dont tout le monde maintenant, le vide juridique qui est chez nous, ou en Afrique généralement, c'est parce qu'on n'a rien dit. Là où s'arrêtent les compétences du ministère et par où est-ce qu'elles commencent. Rien n'est défini. C'est toute la confusion. C'est toute la confusion. Voilà. Maintenant, vous avez les statuts de la FIFA. Vous dites que là, ces statuts qui sont émanants de la FIFA. Mais vous ne pouvez pas exercer dans un pays où vous ne respectez pas les lois de ces pays-là. Ce serait anormal. On a vu Blatter, c'est la justice suisse qui l'a poursuivi. Mais les dossiers ne concernaient pas la Suisse, ça concernait la Fédération internationale de football. Comme c'est logique, comme ils sont à Lausanne, c'est comme ça que la justice suisse s'est saisie du dossier. C'est parce qu'il y a des textes comme ça qui autorisent la justice suisse à poursuivre des cas comme cela. Mais chez nous, il n'y a pas de texte comme ça. Il n'y a pas de texte. On a un président de la FECOFA qui est tout puissant, qui est intouchable, qui n'a de comptes à rendre à personne. Que l'État congolais puisse débourser l'argent pour aller à une compétition, c'est fini. Donc il n'a rien à rendre, même pas au peuple congolais. On ne va pas évoluer dans ces conditions-là. Il faut qu'il y ait un cadre juridique qui définit les compétences de chacun et chacun pour que chacun puisse faire ce qui lui est révolu par la loi. Et comme ça, dans ces conditions-là, il n'y aurait plus de guerre entre le ministère et les différentes fédérations. Vous savez ce qui s'est passé quoi? Regardez nos fédérations comme ces conflits, cette guerre d'intérêt n'est pas de nature à faire bonne éclosion de choses. Voilà. Et en tout cas, vous avez par exemple les fédérations qui, quand elles vont à une compétition et qu'elles gagnent, s'il y a des revenus financiers, l'État n'est pas concerné. Mais pour partir, c'est l'État qui doit débourser l'argent. Ces gens-là réclament des primes. Ne nous dites pas que quand l'équipe de la RDC remporte l'Afro-Basket réservé aux joueurs évoluant au pays, qu'il n'y a pas eu quelque chose qui soit revenu. Non. Cette somme-là était allée où? Chez qui? Gérée par qui? C'est comme ça. Dans ces conditions-là, vous semblez nous dire que c'est quand nous participons, quand nous gagnons, il n'y a rien.
Et quand l'argent arrive, on se le partage. Comme Alors, on veut. vous semblez plus critiquer ou encore mettre l'accent sur les responsabilités de l'État et moins sur ce que devrait faire le fédération, les ligues et ainsi de suite. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de voir et de remarquer que la RDC est à la traîne par rapport à d'autres pays. Les pays d'ailleurs limitrophes, vous prenez le cas de l'Angola, qui quand même a pu évoluer depuis une certaine période. Vous prenez le cas de la Tanzanie, qui est en train de mettre presque la plupart des Africains d'accord, avec son championnat qui est assez attractif et des clubs qui se bagarrent pour le championnat en tanzanien Ligiku. Et la tendance, c'est maintenant de joueurs de second plan qui, à chaque fois, jouaient pour les clubs congolais. Sont attirés par ce que propose la Tanzanie, notamment le géant tanzanien dont Simba et Young Africa. Comment vous expliquez cela et qu'est-ce que ce pays-là ont pu faire concrètement pour aussi arriver à imprimer un tel niveau, un tel degré de sérieux dans leur travail? Est-ce aujourd'hui nous ne pourrions pas suivre ou encore s'en inspirer un tout petit peu? J'ai donc à Thibou. Le vrai problème, c'est quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure là, commençons par nous organiser nous-mêmes. Mettons le sérieux. Restons rigoureux. Respectons les textes qui nous régissent. Déjà, il n'y a pas de tests. Vous l'avez... Voilà, même le peu de tests que nous avons là. Vous savez, quand on doit fabriquer des champions, nous facilitons la tâche aux autres. Mais nous ne savons pas que, entre-temps, nous sommes en train de détruire ceux qui sont en train d'émerger. Je donne l'exemple. Il y a 2 ans, en football, à la Ligue nationale de football, il y a l'équipe de Bazano qui était en instance de finir parmi les 3 premiers. Les clubs de choix de la jeunesse sportive du groupe de Bazano. Qu'est-ce que les joueurs de la foot font? Ils bloquent Bazano. Ils ne continuent pas à jouer. On permet à Vita qui était au bas de jouer plus de matchs que Bazano. Et quand Vita remonte, dépasse Bazano et que Lupopola fait aussi, automatiquement on arrête le championnat. Et c'est là sans conséquence. Non, si ça a des conséquences. Qu'est-ce que Bazano est devenu après? Ça a découragé même la volonté des dirigeants de Bazano. Donc, c'est comme ça démotive. C'est là où j'ai dit qu'il n'y a pas de compétitivité. Donc, il faudrait quand même qu'on règle quand même des choses de telle sorte que quand Atibou joue, Kekabia aussi joue. Comme ça, on peut les évaluer. Voilà, il y a équité. Ça nous manque aussi. Un championnat qui n'est pas régulier ne peut attirer personne. Nous avons des étrangers qui viennent jouer en RDC. Au cours d'une saison, ils livrent combien de matchs du championnat? C'est-à-dire, si on vous comprend très bien, le problème n'est pas d'avoir un championnat qui a des très bons joueurs, qui a des très bons clubs, et dont le résultat sont en tout cas assez importants au niveau de l'Afrique. Mais le problème, c'est l'organisation. L'organisation d'abord. On a pu voir, par exemple, le championnat ivoirien à une certaine période être même diffusé sur les antennes de Canal+. Les antennes de Canal+, voilà. Alors qu'il ne valait pas assez en termes de résultats sur le continent. De visibilité ou encore d'explosivité des clubs. Justement, c'est ça ce que j'ai dit. Qu'on commence par s'organiser. Les personnes sérieuses ne viendront que là où il y a du sérieux. La deuxième chose, en dehors de l'organisation et du sérieux que nous pouvons mettre dans tout ce que nous sommes en train de faire, mais c'est aussi, nous devons former. Former pour travailler dans la durée. C'est-à-dire? Il faudrait quand même que chaque fédération mette tous les clubs dans les conditions où on voit des équipes d'âge, où on a des compétences et des talents qui sont formés en RDC. Dites-moi aujourd'hui, l'équipe junior de Mazembe, c'est quoi? Il n'y en a pas. Il y a peut-être la KFA, qui est un centre de foot. Et après, depuis ce temps, depuis l'éclosion de certains joueurs, c'est à peine qu'on vient de recruter une nouvelle génération de joueurs pour la KFA.
Avec Vita, quelle est son équipe junior? Avec ces tableaux, il y a risque qu'on ne puisse pas revoir demain des Trésor Poutoumani. On ne va pas les avoir. De Matumuna Zolaroum. On ne va pas les avoir. On ne va pas les avoir parce qu'il n'y a pas de structures qui les mettent à l'aise. Mais on veut jouer des résultats des formations qui sont venus d'ailleurs. Aujourd'hui, nous courons tous derrière les binationaux. Quelle a été la contribution de la RDC dans la formation de ces binationaux? Donc vous justifiez leur choix, le choix de ce binationaux qui ont préféré leur pays d'adoption à la République démocratique du Congo. Oui, je crois qu'ils ont raison. La personne qui a investi en toi, papa, c'est normal, c'est normal. Qui est-ce qui a investi dans tout ça? Nous ne voulons juste que nous jouions des résultats. Mais nous pouvons travailler au pays. Claude Leroy disait, c'est un pays qui regorge des talents énormes. Des talents énormes. Aujourd'hui, qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas vraiment suivis, qui ne sont pas encadrés. Qu'on mette ces jeunes-là dans de bonnes conditions. Alors, le travail de reconstruction, comment devrait-il être fait? Donc moi, je pense qu'il faudrait d'abord un arsenal juridique cohérent et bien disponible, bien élaboré, qui puisse permettre à tout le monde... Entre-temps, ça risque de nous prendre beaucoup de temps. Ça va nous prendre beaucoup de temps. C'est ça la difficulté de la RDC. On a besoin des résultats ipso facto, les résultats, tout de suite là on a besoin des résultats. Mais le résultat que vous voulez, vous avez semé où? On ignore que le résultat, c'est le résultat d'un travail. Durée. Voilà. L'histoire d'un travail bien fourni, bien fignolé. Donc on doit commencer par faire un bon travail et nous allons gagner. Quand la Côte d'Ivoire, avec la génération d'ASEC d'Abidjan, a formé des joueurs, des Touré, des Drogba. Donc, avec cette génération-là, par après, ils ont gagné. Ils sont aujourd'hui au top du foot africain. Le Sénégal, pareil avec la génération foot. Vous verrez que tous ces jeunes Sénégalais qui sont en train d'éclore en Europe, ils sont passés par la génération foot. C'est ça, c'est ce que nous devons faire. Commençons par former aussi. Formons nos futurs talents, nos futurs messieurs, nous pouvons les avoir. Nos futurs trésors pour tout, nos futurs Matumona Zolaroum, Dembala Biscotte. On peut encore former plus. Mais si on ne travaille pas sur cette lancée-là, nous sommes en train de perdre le temps. Travaillons, formons. Et puis, il faut avoir des cadres, des infrastructures, ça nous manque. Oui, on est en train de construire des gymnases à Kinshasa pour les Jeux de la francophonie. Et à Lubumbashi, et à Kananga, à Lissala, qu'est-ce qu'on a construit pour ces jeunes talents-là? Rien. Ce n'est pas l'espace vert que nous manquons. Non, ça ne nous manque pas. C'est la volonté des dirigeants, des gouvernants. À Kinshasa, on nous a bluffé ici avec les stades municipaux. Où en sommes-nous avec ces stades municipaux? Une distraction de plus. Oh, on savait que ça pouvait servir à l'encadrement de jeunes talents pour qu'ils puissent pouvoir développer leur savoir-faire, leur qualité, leur talent. Mais non, ça ne s'est pas fait. Alors, quel est l'avenir du sport congolais? L'avenir du sport congolais, jusque-là, il est sombre. Peut-on espérer des résultats d'ici 2-3 ans, revoir le club parce que cette année, il faudra le rappeler, le constat était assez glacial, quand même en matière de janvier. L'élimination de tous les 4 clubs engagés en compétition africaine, Mazembe, Vita Club, qui ont fini dernière de leur groupe. Qui ont terminé dernier de leur groupe respectif. Et ça, c'est la première fois depuis que la première fois. Le sport congolais est à ce niveau-là. Oui, mais moi, ça ne me surprend pas. Ça devait arriver. Parce que quand on faisait des bons résultats, qu'est-ce qu'on faisait pour garder ces bons résultats, pour les maintenir? Rien. Par moment, on se contente, on se frotte les mains, on dit, voilà, vous n'avez pas vu Mazembe faire ceci, vous n'avez pas vu Vita faire cela. Donc, pour arriver là, avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, si rien n'est fait, le sport congolais deviendra un sport de rue. On le fait seulement, ça n'a plus d'attraction. Il n'y a plus d'intérêt. Il y a des gens aujourd'hui qui s'intéressent plus à l'équipe nationale. Pourquoi? Alors que
il fut un moment où tout le monde était motivé. Donc, il faut arriver à redonner l'intérêt au Congolais. L'intérêt, il n'y en a plus. Maintenant, il faut créer cet intérêt-là. Prenons ce temps de recul pour travailler, pour fignoler ce que nous sommes en train de faire, réorganiser les choses pour que les 2 prochaines années soient meilleures. On peut travailler dans la durée, un travail à court terme. Voilà. Pour le moment, faisons ceci, cela, pendant que nous sommes en train de travailler aussi pour rester longtemps dans le top. Vous pouvez croire, la première fois qu'la RDC participe au CHAN est éliminée en phase de groupe. Ça s'est passé ici. La FECOFA, qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. A même maintenu l'entraîneur. Pourquoi? Parce que le fait de maintenir l'entraîneur, c'est-à-dire la FECOFA ne sent pas l'entraîneur responsable de tout ça. Je crois qu'elle s'accuse elle-même pour dire que c'est de ma faute parce que moi, je n'ai pas mis l'entraîneur dans les conditions idéales pour pouvoir faire de bons résultats comme Ibeng peut-être l'avait fait. Donc, c'est ça. Donc, vous nous parlez de la loi du cadre juridique que nous devons trouver. Il y a quelques années, le sport congolais, ou encore le football particulièrement, ou encore les sports en général, le sport en général ont connu ce qu'on appelle un certain rayonnement au niveau de l'Afrique, grâce à la politique du président Mobutu. On a vu 2 fois la RDC de Zaïre champion d'Afrique des Nations. On a vu la RDC organiser des événements sportifs d'envergure internationale. Je fais allusion au combat de Mohamed Ali et Foreman. Et en même temps, on sait qu'il n'y avait pas une loi qui recadrait ou encore qui encadrait tout ça. Comment on arrivait à avoir aussi des résultats sans la loi? Non, mais le président Mobutu avait travaillé. Qu'on le fasse de même aujourd'hui. Mobutu avait travaillé. Même s'il n'y avait pas de loi, à l'époque, même s'il n'y avait pas assez de lois, avait travaillé. Mais maintenant, parce que tout le monde veut dire non, vous ne touchez pas à cela, la loi nous permet de réguler. Alors, quel était le secret du président Mobutu? Mobutu, après l'échec de la CAN, après la CAN 65, Mobutu dit non, ça ne doit pas se faire comme ça. Il fait un rappel de troupes. Il met tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut? Comment est-ce que les Ghana nous a battus? Pourquoi nous sommes arrivés là? Et tout le monde s'est mis, lui fait des propositions. Examen de conscience. Voilà. Mobutu fait un rappel de troupes. Il demande aux joueurs qui étaient allés en Belgique de revenir. Certains sont revenus, d'autres sont restés, bien sûr, mais il a formé une équipe. Il a demandé à l'entraîneur de lui former une équipe, bâtir une équipe capable de battre le Ghana. C'est ça. C'est ça le travail dont je parle. Il faut travailler. C'est dire, vous vous regardez, qu'est-ce qui nous est arrivé? Il s'était fixé un objectif. Battre le Ghana, il a battu le Ghana, il a porté la CAN. C'est-à-dire, quand vous avez... Donc on se fixe des objectifs par rapport au plus fort que vous. Au plus fort que vous, et vous travaillez par rapport à eux. Par rapport à la Mauritanie, par rapport à des pays qui sont de petits poussés. Mais là, on veut avoir aussi des résultats maigres. On veut avoir des résultats maigres. Vous savez, même le classement FIFA qu'on donne toujours, moi, je n'ai jamais cru en cette histoire-là. Ça n'a rien à voir. Donc, il faudrait qu'on puisse faire un rappel de troupes, bien sûr. Tout le monde se met. Vous, dans votre discipline, j'espère que M. Kaboul, qui avait toujours critiqué les fédérations sur ces plateaux de télévision. Oui, un mot pour finir avec lui. Est-ce qu'il y a une certaine lueur d'espoir avec sa nomination ou bien son arrivée à la tête du ministère des Sports? Bon, en quelque sorte, oui. En quelque sorte, j'ai bien en quelque sorte, peut-être parce qu'il pourrait utiliser tout ce qu'il connaissait, d'analystes, de commentateurs, si c'est là. Mais là où je n'ai pas confiance, c'est parce que je sais qu'il a travaillé avec beaucoup de ministres comme étant conseiller. Mais les résultats étaient toujours catastrophiques. Donc je ne suis pas sûr qu'une fois arrivé là, si c'est peut-être régler des comptes à certaines fédérations. Conseiller, mais là il est maintenant dans un autre registre, tout à fait différent de celui d'un conseiller. Atibou, ne me dites pas que les conseillers n'avaient pas de mots à dire aux ministres. Pas mal, les ministres se rabattent sur ces conseillers pour leur demander qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. Je ne l'affirme pas non plus. Donc c'est pour dire qu'ils avaient quand même des orientations qu'ils donnaient aux ministres qui arrivaient.
L'avantage qu'on a cette fois-ci, c'est d'avoir quelqu'un qui connaît le sport au ministère du sport. Maintenant, nous allons voir s'il va réellement travailler pour le sport, comme il le disait souvent sur ce plateau, où il y aura quand même diversité. Vous savez, hein, on n'est pas obligé de pratiquer tout le sport. On peut voir par rapport à ce que nous avons, qu'est-ce que nous pratiquons souvent comme les sports, quels sont les sports qui nous attirent le plus. Merci beaucoup. Forgeons ces disciplines-là. C'est comme ça que le Brésil a pu tirer voilà. sa notoriété. Sa notoriété dans le football. Dans le football. Et les États-Unis, c'est dans le basketball. C'est comme ça, c'est pas mauvais. Alors, merci beaucoup, Willy Kabeya. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'échec n'est pas une fatalité. Il y a lieu de repartir à nouveau, de travailler dans la durée pour de meilleurs résultats. Et c'est à cela que nous voulons voir le Congo arriver. Mesdames et messieurs, c'était un très grand bonheur de vous présenter cette émission Club des sportifs. Je vous retrouve dans un autre numéro, surtout avec un plaisir. Restez-vous bien et entre-temps, l'actualité reste continue sur notre site internet www.iwebrdc.com. A tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.